Je pense que tout le monde arrive au chemsex pour des raisons vraiment très différentes. Le chemsex, c'est chemicals avec sexe. C'est le fait de prendre des produits psychoactifs dans le sexe. Cette pratique n'est pas nouvelle. Il y a ce phénomène, il y a une banalisation. C'est une pratique qui touche tout le monde. On allait en soirée, on tapait de la 3 et puis ça déviait dans un plan cul. Pour moi, j'avais l'impression de découvrir le monde. Ces produits m'aidaient beaucoup pour accepter qui j'étais. Et en fait, je suis un peu rentré dans une espèce de cercle infernal où j'arrivais pas à m'en sortir. Et le chemsex, c'est encore plus addictif que tout. Quand tu as envie de sexe, tu vas au produit. Quand tu as envie de produit, tu viens au sexe. C'est-à-dire que c'est plus un désir de consommer, ça devient un besoin. Et là, ça a été la descente aux enfers. C'est une urgence vitale. Il y a une urgence. C'est urgent. Il y a urgence. En 2024, c'était le 5e ami que j'ai enterré. Un PD mort, c'est déjà trop. C'est déjà trop grave en fait. Quelle est la racine qui a fait que on s'est dit la vie elle est plus sympa quand je ne suis pas sobre? Et ça, je m'en suis rendu compte. J'avais déjà mes addictions. À chaque fois qu'on fait partie d'une minorité, on est toujours plus sujet à l'addiction. Je suis persuadé que le chemsex n'est pas une réponse, peu importe la question. Je me suis jamais autant senti seul que dans le chemsex au final. On est face à un enjeu de santé publique. Les produits psychoactifs, c'est de l'illusion avant et après. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, quand on est peut-être à 3 gays sur 10, il est peut-être vraiment temps, en tout cas, de mettre des moyens. Plus on va en parler, plus on va se dire justement il faut réagir. Parce que quelque chose dont on ne parle pas, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je pense qu'il y a d'autres sensations dans la vie sans substance qui sont tout aussi agréables, voire plus. Vous êtes loin d'être seul. Un chemin de sortie est possible. Vraiment. La vie vaut la peine d'être vécue pour bien d'autres choses que la consommation et le sexe sous produit en fait. Alors le chemsex, c'est proprement parlé pour la définition, c'est chemicals avec sexe. C'est le fait de prendre des produits psychoactifs dans le sexe. Avec certaines substances spécifiques. Donc la 3-MMC en général, le GHB, la kétamine, et il y a d'autres substances aussi qui peuvent se rajouter dans le cocktail. Qu'est-ce que les gens recherchent dans le chemsex plus particulièrement? C'est vrai après tout. Celles en tout cas, et ceux qui vous en parlent, vous disent que d'abord c'est évidemment amplifier souvent le plaisir, mais c'est à mon avis beaucoup plus de choses. Les rapports sous substance, ça décuple du coup les sensations que tu peux avoir dans un rapport sexuel et ça rend la chose hyper excitante, hyper sensuelle, hyper agréable quoi. La différence, c'est la perception. La perception de ton corps, de celui de l'autre, ta chaleur, du fait que tu aies soif, envie de dormir, envie de manger. Tout ça, c'est complètement modifié. Ça te donne chaud, ça te donne... tu deviens plus sensible, ça te rend aussi... moi, en tout cas, personnellement, je sais que la 3, ça me rend très bavard, très sociable. Ouais, c'est ça, un peu de lâcher prise. Et puis ce moment un peu déconnecté de tout et simplement genre connecté à la sexualité. Le sentiment qu'on éprouve, c'est un petit peu à double tranchant parce que on finit par avoir envie de tout le monde. La première fois que j'ai entendu parler du chemsex, je pense que ça devait être en 2019, juste avant la pandémie. Mon premier plan chemsex, c'était en 2016, avec un garçon, et à l'époque, je ne savais pas du tout que... j'avais jamais entendu parler de chemsex, je ne savais pas ce que c'était. Je me souviens, c'était à l'époque quelque chose qui était un peu inconnu encore. Enfin, je ne connaissais pas beaucoup de gens qui pratiquaient. Ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai entendu parler du chemsex, même un peu plus, sans formuler évidemment ce mot-là. Ça existe depuis déjà, je sais pas en fait, depuis que les produits psychoactifs existent et qu'on a des rapports sexuels avec. Cette pratique n'est pas nouvelle. Déjà dans les années 80, par exemple, on utilisait beaucoup les extasies. Et en France, elle s'est quand même répandue depuis une quinzaine d'années et c'est certainement amplifié durant la période de Covid où les personnes avaient peu d'espace pour pouvoir se retrouver puisque tous les lieux de socialisation étaient fermés. Je pense que tout le monde arrive au chemsex pour des raisons vraiment très différentes et des contextes sociaux qui sont très très différents. Ces dernières années, on a plus parlé du chemsex parce qu'il y a eu notamment des faits divers.
Je pense à l'affaire Palmade qui a fait que dans le grand public, on a utilisé ce mot que beaucoup de gens ne connaissaient absolument pas. Et donc, on en a parlé beaucoup plus, mais dans le même temps, c'est pas non plus comme il faudrait en parler. On en parle plus aujourd'hui parce qu'il y a l'effet où déjà sur les applications de rencontres, style Grindr par exemple, il y a ce phénomène, il y a une banalisation. Quand on sait que ça peut concerner entre 6 et 30% des gays, c'est quand même pas marginal. Il y a juste à se connecter sur Grindr, que ce soit le week-end ou en semaine, par exemple. Il y a juste aussi à voir en soirée, à n'importe quel âge, toutes les classes sociales. Toutes les communautés Toutes aussi. les communautés. Dans des twos gays, il n'y a pas que des mecs gays, il y a des meufs hétéros, il y a des meufs trans. Voilà, c'est une pratique qui touche tout le monde. Et j'avais eu quelques expériences auparavant dans des cadres festifs vis-à-vis de produits psychotropes, mais jamais au point où ça devienne un problème. Et ce sont des substances quand même qui sont très, très addictives en fait. Elles ont vraiment un pouvoir où je me rends compte que des fois j'allais dans des plans KEMS, pas nécessairement pour le sexe, mais par envie en fait de consommer de la drogue. Et c'est là où, du coup, c'est devenu problématique pour moi. L'addiction, c'est quand on consomme un produit ou qu'on fait quelque chose, un comportement, et qu'on ne peut plus s'empêcher de le faire. On a complètement perdu le contrôle. C'est-à-dire que c'est plus un désir de consommer, ça devient un besoin de consommer. Je te laisse imaginer si tu mélanges et que tu fais ça pendant 3 jours, l'état après de ton corps, de ton esprit, de ta façon de penser. Une grande majorité des personnes qui pratiquent le chemsex sont dans une conduite addictive et donc dangereuse. Et le chemsex, c'est encore plus addictif que tout parce que sexualité, beaucoup de plaisir naturel, produit beaucoup de plaisir synthétique, on va dire. Donc les deux cumulés, voilà, notre système de récompense, c'est l'extase pour lui. Le fait d'avoir consommé ton produit va casser tout un tas de barrières. Et donc ça t'amène forcément à des situations à risque, à prendre des risques pour toi ou pour les autres. J'ai vu des choses que j'aurais pas aimé voir. Si on s'en occupe vraiment aujourd'hui, c'est surtout qu'on en arrive à des décès et ça devient justement alarmant. Il y a des G-Hall, c'est tout simplement overdose avec le G, donc le GHB ou GBL. Le problème du G-Hall ou du K-Hall, c'est que par exemple, on est dans un état complètement, entre guillemets, anesthésié. On ne peut plus bouger, on va ressentir des sensations autour de nous, mais sans pouvoir vraiment être acteur. Donc déjà, il peut se passer des choses au niveau de la sexualité qui n'étaient pas consenties. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il peut y avoir aussi des détresses respiratoires qui peuvent se faire quand on est en trop grande quantité et ça peut mener jusqu'à la mort. Il faut savoir qu'on est sur quelque chose quand même, je dirais une crête, où on a vite fait de basculer dans quelque chose qui est très dangereux. C'est vraiment à l'intersection de plein de problèmes qui concernent beaucoup les PD, mais en fait aussi toutes les autres personnes de la communauté LGBTQIA+, quoi. Mais parce que, en fait, encore une fois, quand on commence à tirer le fil, on se rend compte que le sujet, il est hyper vaste, en fait. Pour moi, il y a une urgence, parce que c'est vrai que depuis 7 ans où j'ai été confronté personnellement à la mort de mon propre compagnon, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un message, soit de quelqu'un directement concerné par le chemsex, soit d'un proche. C'est une urgence vitale parce qu'il y a des risques d'overdose ou de drogue coupée à je ne sais pas trop quoi. Et il y a une urgence pour la santé mentale des personnes parce que ne plus avoir une sexualité épanouie sans produit, c'est pas bon aussi pour sa santé. Il y a urgence. Honnêtement, moi, par rapport à mon parcours d'abstinent, mais aussi par rapport aux personnes qu'on a perdues autour de nous, que ce soit moi ou Sébastien. Je ne considère pas qu'il y a un réel intérêt, en tout cas, ni des politiques, ni des systèmes de santé, ni de la société, en fait, de façon générale. Le sujet n'est pas suffisamment médiatique et porté politiquement, en tout cas, comme il devrait l'être. C'est important de parler du chemsex en dehors de ce que l'on peut entendre à travers les médias, comme l'affaire Palmade ou l'affaire Andy Carbratt. Je pense que c'est important justement de démystifier tout ce qu'il y a autour, c'est important de mieux comprendre les personnes qui pratiquent le chemsex. Moi, je connais énormément de gens depuis 4 ans qui sont morts, en fait. Nous, de ce qu'on entend parler, c'est juste sur Paris-Nord, sur 2 arrondissements, ou 3, je ne sais plus, c'est un décès par semaine.
En fait, c'est urgent parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de crever. C'est pas seulement un problème communautaire, non, c'est des enjeux de santé publique. Un PD mort, c'est déjà trop grave en fait. Au début, pour moi, c'était rien en fait. Ça allait passer et je ferais autre chose plus tard, etc. Sauf que ça a duré 10 ans. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à consommer, en tout cas à pratiquer le chemsex, c'était donc peu de temps après la pandémie, peu de temps après le Covid, où on avait traversé quand même une année compliquée, où du coup les modes de sociabilisation, ils avaient été un peu mis en pause. Le confinement m'avait un peu éloigné de la plupart de mes amis. Je me retrouvais vraiment seul et j'entendais autour de moi les gens qui ressortaient en terrasse, les gens qui retournaient, qui se retrouvaient, et moi je me retrouvais seul avec moi-même. Et à ce moment-là, j'avais déménagé sur Marseille, où il a fallu que je me refasse un entourage, un groupe de potes. En soi, dans ma vie, j'étais plutôt bien installé. J'avais un bon taf, un copain, une bonne situation, des bons revenus, mes parents en bonne santé. La première fois que j'ai pratiqué le chemsex, je m'étais retrouvé dans une partouze, en fait, en revenant de soirée. Moi, j'avais pas consommé de substances à ce moment-là. Et il y a des mecs qui m'ont écrit sur Grindr, je les ai rejoints. Et il se trouve qu'eux, ils étaient en train de consommer de la 3, du G. J'étais à l'époque en couple avec un garçon plus âgé que moi qui, lui, consommait déjà des produits. On avait l'habitude d'être un couple non exclusif. Donc on voyait d'autres partenaires et une fois, il m'a proposé donc une fameuse trace de 3-MMC. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais pris du G, j'avais pris de la 3. Et donc j'ai ressenti ces sensations, parce qu'en plus c'était la première fois pour moi. Donc en général, quand on prend une drogue pour la première fois, ça a un peu cet effet très intense, très vif, qu'on a du mal à retrouver après en plus. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était. Et à l'époque, mon copain, il me disait ouais, c'est moins pire que la coke, essaye. Et du coup, j'ai essayé. On s'est fait une soirée comme ça en consommant ce produit-là. Et honnêtement, les effets sur le moment, j'ai rien capté. Je m'en suis même pas rendu compte. Et donc, j'avais trouvé ça cool sur le moment. Mais en repartant du truc, je m'étais dit, bon, c'était bien, mais sans plus, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pourquoi on en fait tout un truc comme quoi, enfin, voilà, on peut plus faire sans. Et en fait, c'est qu'en reconsommant une autre fois que j'ai compris justement l'état dans lequel j'étais en consommant cette substance. Et après, enfin voilà, moi mon cheminement, ça s'est fait plus ou moins à travers le côté festif, où on allait en soirée, on tapait de la 3, et puis ça déviait dans un plan cul. Une personne m'a invité à une soirée, et au début j'ai commencé juste à prendre les drogues qu'on prend habituellement dans le chemsex. Je les ai pris dans un contexte à base festif, et en fait chaque week-end je commençais à prendre ces produits jusqu'à perdre pied et commencer le chemsex. Au début, ma consommation, elle était plutôt espacée, très espacée. Je dirais que je consommais, je faisais un plan chemsex avec mon mec à l'époque tous les 3 mois. Pour moi, c'était une bonne moyenne et c'était le début. Honnêtement, j'aimais les effets, mais je voulais pas non plus tomber dans une addiction parce que je sais que peu importe ce qu'on consomme, il y a toujours une addiction qui peut s'installer. Donc j'ai cherché avec mon copain à l'époque à tempérer un peu les choses. Quand j'allais dans ces espaces-là, eh bien, c'était pas nécessairement du sexe en fait que j'allais chercher. Pour moi, j'avais l'impression de découvrir le monde gay ou LGBTQIA+, whatever, mais j'avais vraiment l'impression de me sentir à ma place, d'être avec des gens qui me comprennent. Je me servais de ces espaces-là comme des espaces aussi de rencontre en fait, et pouvoir me retrouver avec des PD en dehors en fait des formes de socialisation que je connaissais jusqu'à présent, qui étaient aller soit dans des bars ou dans des clubs. Pendant le chemsex, j'étais un peu la buvette du chemsex, c'est-à-dire que moi, je parlais énormément aux gens. Ça a créé vraiment des formes d'intimité que j'avais pas connues en fait jusqu'à présent. On parle beaucoup, et à une époque où j'étais seul et où j'avais personne avec qui échanger, avec qui parler, avec qui être. Je pense que c'est ça qui a fait que j'y retournais au final. Parce qu'au moins, j'étais défoncé, oui, mais j'étais pas seul. Ces produits m'aidaient beaucoup pour accepter qui j'étais, ce que je suis, mon corps surtout. Voilà, parce que j'ai été beaucoup victime de grossophobie et d'homophobie à l'école, et donc j'avais beaucoup ces stigmates, donc je me trouvais entre guillemets sale par rapport à ce qu'on me disait, donc ça a été vraiment un moyen, en tous les cas, de pouvoir avoir des rapports. Et j'avais pas analysé à ce moment-là l'envie ou le besoin, enfin à ce moment-là c'était compliqué de le définir, mais de pratiquer le chemsex, de me retrouver dans ces espaces-là,
comme un besoin de m'échapper de la réalité ou un besoin d'exister en fait du monde et d'être dans un espace que je considérais cool, festif, épanouissant, enfin peu importe, pour plein de raisons. Au bout de 6 mois, ça a commencé vraiment à s'accentuer. Donc au bout des 6 premiers mois, on est passé directement à consommer tous les 2 mois, tous les mois, et après tous les week-ends. Et en fait, quand ça a commencé vraiment à vriller, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, c'est quand il a commencé à s'injecter ces produits. Moi je pouvais pas. Et en fait, c'est ce qui m'a fait me dire non mais là, stop, je peux pas cautionner ça, je peux pas aller plus loin avec ce garçon. Je lui ai dit plusieurs fois que je voulais pas qu'il se lame. Il l'a fait dans mon dos plusieurs fois et donc du coup j'ai mis fin à la relation. Sauf qu'en ayant mis fin à la relation, en fait l'addiction elle était déjà installée. Quand j'ai rencontré la 3MMC, ça a été un énorme crash. Enfin vraiment, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Mais sauf que moi, ça m'a vraiment créé un truc où je sentais le besoin en fait de consommer de la 3MMC pour me sentir bien en soirée et pour pratiquer du cul. En fait, je me suis vraiment retrouvé dans un truc de dépendance vis-à-vis de ce produit-là. Et je mettais pas de mots là-dessus. Parce que en fait, pour moi, c'était juste fun. Genre, c'était un truc fun que j'avais découvert avec lui. Je vais pas aller aussi loin que lui, je vais m'imposer des barrières que je vais respecter et tout ira bien. Et ça, c'était ma démarche. Sauf qu'en fait, je me suis installé seul et j'ai commencé à avoir des mecs seuls en consommant. Et là, ça a été la descente aux enfers. À force de consommer et de pratiquer le chemsex, si on n'entretient pas une sexualité sans produit à côté. Quand tu as envie de sexe, tu vas au produit. Quand tu as envie de produit, tu viens au sexe. On va oublier ce qu'était le plaisir sexuel sans produit. Je me sentais aussi dans un cadre bienveillant parce qu'en fait, j'étais avec des personnes qui consomment, elles aussi. Donc, quelque part, elles valident ma consommation et moi, en consommant avec eux, je valide la leur. Donc, en fait, il y a une forme de cadre safe, en fait, qui est recherché. Mais le problème, c'est que ça génère surtout de l'isolement. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner de ceux qui ne consomment pas, se rapprocher de ceux qui consomment et constituer un groupe qui consomme exclusivement. J'avais une espèce de fascination vraiment des gens, des rencontres que je faisais. J'avais besoin de trouver une espèce de non-mixité pédale et de créer de la solidarité, créer du lien, créer de l'intimité en fait avec des PD, mais qui disparaissaient en fait après la partouze. À quel point aussi ce sont vraiment des amis. Moi je suis un ancien directeur de club discothèque et très souvent on dit les amis de la nuit ne voient jamais le jour. Je pense qu'on était tous pris dans ce schéma de... au fait, on se voit que pour touser, on se voit que pour taper. J'ai jamais personnellement retrouvé d'entraide dans ces moments de chemsex ou avec les personnes que j'ai pu rencontrer. Parler des problèmes ou de dire juste j'ai un problème avec ma consommation, enfin, c'est pas quelque chose qu'on entend. J'ai toujours plus entendu le je gère, j'ai aucun problème avec ma consommation et ça a été plus violent. Pour moi, c'est que je me disais, je suis seul à avoir un problème. Quand tu t'ennuies, c'est tellement plus facile et simple de te connecter sur des applis de rencontre et de trouver un plan Kems, plutôt que d'aller au ciné, d'aller dans un resto, d'aller te balader, d'aller voir tes parents ou d'aller voir tes potes, juste voir tes potes. En fait, tu n'as plus envie parce que tu peux partager des moments intimes avec des inconnus, clairement, à la demande. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire du chemsex, j'arrivais à minuit, je repartais à 6 h le lendemain, comme une soirée en boîte de nuit. Et petit à petit, la dépendance, elle était là. Tant qu'il y avait de la drogue, je restais, quoi. Donc, je pouvais rester 24 heures, 48 heures. Mais en fait, ça s'est installé vraiment aussi, pareil, petit à petit. Au début, c'était un jour, après 2 jours, et après, j'ai commencé à faire plus parce que mon corps s'habitue, en fait, clairement, à ne pas dormir, ne pas manger, à aller bosser en ayant consommé tout ce que tu veux la veille et ne pas avoir dormi. Mais je me suis assez vite rendu compte que j'avais un souci parce que je commençais le vendredi, je finissais le dimanche, parfois même le lundi. Et après, le reste de ma semaine, mardi, mercredi, jeudi, on était sur de la descente. Vendredi, je reprenais un petit peu du poil de la bête, mais je ressortais directement. Et en fait, je suis un peu entré dans une espèce de cercle infernal où j'arrivais pas à m'en sortir. Et il y a un jour où j'ai fait 5 jours de chemsex. Et je me suis dit, d'accord, là, il y a un souci. On a tendance à vouloir aussi à déculpabiliser, à se dire que bon, ça va, je suis quand même pas trop addict, je suis rentré au bout de 24 heures, il y a des gens qui sont pires, qui sont dans des trucs pires que moi. Je minimisais le fait de consommer du jet. Mais moi, je pense que en fait, le fait de se dire que ça pourrait être pire, ça va pas empêcher le pire d'arriver. J'ai continué de minimiser. Et en fait, j'en prenais après, même plus dans un cadre sexuel. C'est-à-dire que j'avais fait une mauvaise journée au taf. Je rentrais, j'avais du linge à faire, je prenais du jet.
C'est-à-dire que là, j'ai vraiment compris à ce moment-là que l'addiction, elle était vraiment, vraiment installée. Quand on consomme un produit, ça va activer notre système de récompense. C'est-à-dire que ça va nous faire « Ah, on se sent bien ». Et ça, notre cerveau, il va le mémoriser. Quand on va revoir ce produit ou qu'il va être à disposition, notre cerveau, il va se rappeler qu'il a déjà essayé et que c'était vraiment bien. Et là, on va commencer à sécréter ce qu'on appelle de la dopamine. Souvent, on a l'impression que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, mais en fait, c'est la prédiction du plaisir. Il y a des signes qu'on est capable de voir soi-même. Par exemple, les choses que moi, je pouvais constater de moi-même, c'était effectivement le dosage, la fréquence. Et juste avant le confinement, en fait, j'ai acheté une maison en Normandie. Donc du coup, j'ai fait tous les travaux dans ma maison, mais je consommais. Et je consommais pour faire du placo. Je consommais pour faire de l'électricité. Enfin, tu vois, ça n'avait plus aucun sens. Et je le savais, j'étais conscient que je consommais et que ça devenait n'importe quoi, mais j'arrivais pas. Moi, la première fois que j'étais passé 24 heures, ça a été un signal que j'étais peut-être en train de, voilà, de perdre le contrôle, quoi. En 2024, bah, c'était le 5e ami à moi que j'ai enterré, que j'ai perdu, à cause du chemsex. Est-ce que j'ai arrêté? Non. J'ai continué de consommer. On ne se rend pas compte, du coup, nous, à ce moment-là, en fait, on est en train de laisser tomber des gens, de décevoir des gens, d'inquiéter des gens, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on est dedans, mais pourtant, je pense que l'entourage le voit. Quand ça fait trois semaines d'affilée que, en fait, tu n'es pas dispo le week-end parce que tu es parti en soirée, les gens le savent, bah, ils commencent à s'inquiéter. J'aurais pu arrêter. Il y a eu 1000 signes qui auraient pu me faire dire fais quelque chose, genre débrouille-toi, fais quelque chose et tout. Et en fait, j'ai continué à consommer. Tant qu'on ne nous le dit pas, bah, c'est compliqué aussi de se rendre compte soi-même que bah, y a un déséquilibre qui est en train de se faire en fait, dans notre vie. Dans la pratique du chemsex, bah, en fait, la consommation, elle a remplacé toutes les passions. Toutes les autres passions avant. C'est à chaque fois, dès que l'occasion se présente, une fois qu'il n'y a plus le travail et que c'est terminé, bah, le moment où on a envie de lâcher prise et de se faire plaisir, bah, c'est la consommation. Et finalement, c'est là où c'est un problème. L'addiction, elle était tellement forte que elle me faisait les mettre de côté, mes amis. Et donc après, bah, t'as plus tes amis, t'as plus tes repères. Donc au final, après, tu choisis le seul truc qui te reste, c'est le sexe, les mecs perchés et des moments de fake où tu vas parler de toute ta vie, mais personne ne s'en rappellera. Il y a sûrement des tous chemsex qui se passent très bien, mais très souvent, on se pose la question de où est le consentement, à quel point il est consenti quand il y a tant de produits. Il se passe plein de choses dans les soirées tous chemsex. Il y a plein de choses qu'on sait, il y a plein de choses qu'on sait mais qu'on ne dira jamais. Mais oui, il y a des millions d'histoires de viols, de personnes qui sont inconscientes, qui se font violer dans des twos. En fait, c'est tellement récurrent que ça devient presque dans le code du plan Chems que chacun fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut et dans les conditions qu'il veut. Sauf que bah, le consentement, il doit s'appliquer aussi bien dans les backrooms que dans un sauna, que dans une sex party. Oui, c'est oui, non, c'est non. Voilà. Et s'il n'y a pas de oui, c'est non. Et moi, j'ai vu plein de gens faire des géoles et des mecs me dire non, mais ça va, on a l'habitude, il le fait tout le temps, enfin, ça arrive, il va juste s'endormir. Ou alors des gens qui vrillent complètement, hein, qui deviennent fous pendant qu'ils ont leur montée de jet, voire dangereux. Mais voilà, on a normalisé ce truc qui pour moi n'est pas du tout OK. Qu'est-ce qui a été vraiment déterminant? C'est-à-dire que un jour, je suis allé au boulot perché. J'ai fait une connerie, je me suis embrouillé avec une meuf et je suis parti un petit peu loin dans mes propos. Et du coup, je me suis fait virer. Et donc, il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je bosse encore plus à droite, à gauche, encore plus de scènes, encore plus de trucs, et donc encore plus de drogue. J'avais commencé à faire la teuf avec des potes, on était allé en bois, j'avais pris la drogue, je me suis retrouvé dans une tousse qui avait duré toute la nuit. Et il y a un pote qui m'a écrit, qui habitait pas très loin de là où j'étais. Et je suis allé le rejoindre, et en fait, on n'était que tous les deux. Et lui, il avait du jet, et on a consommé. Et en fait, à un moment, je sentais que je commençais un peu à fatiguer. Enfin, mon mari est mort en mai de 2018, ça va bientôt faire 7 ans. Il était chez un garçon, une histoire dont on n'aura certainement jamais tous les éléments. Le vendredi soir, j'ai un tournage X, donc j'y vais, je fais le tournage, machin. La soirée, il y a une soirée le vendredi, donc je sors après le tournage. Je tape toute la nuit, tous. Le samedi, j'ai un shooting. Le soir, je suis barman, donc je fais la journée, le soir de service, plus l'after du dimanche matin. Donc je sors du bar, il est 7h.
Je vais rentrer chez moi? Eh ben non, je vais en Toulouse. On est dimanche soir. Le lundi, je bosse dans le luxe. Est-ce que je rentre chez moi? Non, je suis reparti en Toulouse. Et donc, il a fallu que j'aille bosser dans la boutique de luxe le lundi matin, en n'ayant pas dormi depuis le jeudi soir. Je me suis endormi et je me réveille, ce qui, moi, m'a paru le temps de vraiment 30 secondes, quoi. Enfin, j'avais l'impression d'avoir fermé les yeux et de me réveiller. Et en fait, je m'étais endormi pendant plus de 2 heures, quoi. Et en fait, tout de suite, je me réveille, j'ai envie de vomir, donc il y a tout le jet, tous les produits qui sortent. Je me sens pas bien, j'ai pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps, donc il me nourrit, il prend soin de moi. Je reste encore un petit peu avec lui, je prends une trace pour me réveiller, parce que je me dis ça va me relancer, mais en fait, je pense que là, mon corps, il comprend que stop. Il avait bu de l'alcool il a pris GBL, 3-MMC et il est très vite tombé dans un coma et la personne n'a pas appelé les secours. Il a fallu que d'autres personnes viennent après plus tard pour qu'ils le convainquent d'appeler les secours, mais il était malheureusement trop tard. Et en fait, là, justement, j'étais avec la monorouge ce jour-là. Entre guillemets, dans mon cerveau d'utilisateur de produits psychoactifs, je me suis dit la monoroue, c'est plus safe pour les autres. Ça n'était pas pour moi. Parce qu'en fait, j'ai pris un nid de poule avec cette monoroue et la jambe, elle a fait clac, comme ça. Ça a été vraiment le déclencheur ultime pour moi, je pense. Là, je suis vraiment dans un truc où j'ai perdu le contrôle, quoi. Littéralement, j'ai perdu le contrôle. Juste après mon accident de la route, je me suis dit que c'était trop. J'ai choisi de prendre une décision, c'est d'être enfin abstinent aux drogues et de plus rien consommer. À ce moment-là, mon copain Marie, à l'époque, m'a tout simplement répondu « Écoute, moi, je ne vais pas arrêter parce que toi, tu ne sais pas gérer. » Donc, ça impliquait que lui continue de consommer et que moi, j'arrête. Évidemment, c'était juste pas possible. Donc, on s'est séparés. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment perdu mon taf, ma jambe, mon mec en l'espace de 3 semaines. Et quand j'y pense, je me dis que j'aurais pu faire partie de ces accidents-là, en fait. J'aurais pu faire partie de ces chiffres-là, de mecs, voilà, qui, en fait, voilà, t'es en soirée, t'es en train de baiser, de passer un bon moment, et en fait, la minute d'après, t'es plus là, quoi. C'est une expérience qui vous marque à jamais. D'abord parce que j'ai vécu 11 ans avec Christophe, que c'était vraiment pour moi, certainement, j'ai 2 grandes histoires d'amour et certainement celle qui a le plus compté dans ma vie. Pendant des années, tout peut très bien aller. Et puis, un jour, tu sais pas, tu prends une mauvaise décision ou ouais, tu dors pas pendant 3 jours et tu prends cette mauvaise décision à ce moment-là. Bah voilà. Qu'est-ce qui a amené à la consommation? Parce que très souvent, on vient avec un bagage en disant « Ouais, moi, mon problème aujourd'hui, c'est le chemsex. Mon problème, c'est l'addiction. Mon problème, c'est tel produit. » En fait, finalement, quand on regarde bien, c'est quel est le problème de fond? C'est-à-dire, quelle est la racine qui a amené à l'addiction? Quelle est la racine qui a amené à consommer? Quelle est la racine qui a fait que on s'est dit « La vie, elle est plus sympa quand je ne suis pas sobre. » J'ai grandi dans un petit village de 1000 habitants en Normandie. J'étais le seul gay assumé, 13-14 ans, donc assez tôt, tu vois. Je me sentais déjà différent en maternelle, on me le faisait sentir et tout. Et lycée, c'était le harcèlement en permanence. Et donc, sur toutes ces étapes de construction où tu apprends l'amour-propre. Et en fait, la seule façon que j'ai trouvée pour vraiment grandir et essayer de m'épanouir, c'est de créer un personnage, entre guillemets. Et ce personnage, du coup, il se tenait toujours droit. Il n'était jamais efféminé, il était toujours genre limite à faire la gueule. Parce que dès que j'étais un petit peu avachi, ou je levais les mains et tout, on me disait que j'étais efféminé, fillette, tous ces trucs-là. Et évidemment, le TDS m'a beaucoup aidé, notamment sur le rapport à moi-même, me réapproprier mon corps. Le seul truc que j'avais pas vu venir, c'était que en changeant entre guillemets un peu ce personnage que j'étais, et ma personnalité et de m'adapter, j'ai fini par plus savoir qui je suis. Et ça, je m'en suis rendu compte. J'avais déjà mes addictions. Comment on développe une addiction? Alors déjà, c'est la rencontre, je dirais, entre 3 choses. Il y a la personne en elle-même, sa génétique, comment elle est, son estime de soi. Il y a le produit en lui-même, il y a des produits qui sont plus addictifs que d'autres. Et il y a l'environnement. Forcément, si on gravite dans un environnement où il y a beaucoup de chemsex, on a plus de risques d'avoir cette pratique-là. Je pense que même si on a tous des raisons différentes et des motivations différentes, il y a des systèmes dans la société qui, en fait, nous touchent, en fait. Enfin, peu importe, du coup, d'où on vient. La communauté LGBTQI+, a été la première à être touchée par rapport au chemsex et à pratiquer le chemsex. Déjà,
parce qu'elle vit un stress minoritaire. C'est important d'en parler, le stress minoritaire, il est présent quand on vit dans une société où il est obligé d'avoir à se justifier de sa sexualité, bah forcément ça génère un stress. Ça m'est arrivé moi en tout cas de rencontrer des gens qui sont encore en questionnement, qui sont un peu en conflit sur leur identité sexuelle, sur leur orientation. Et donc, ils se retrouvent dans des espaces de consommation, de défense, pour en fait vivre quoi, une sexualité qui devrait être plus saine et plus simple. Stress minoritaire parce qu'on est gay, stress minoritaire parce qu'on est lesbienne, parce qu'on est trans, parce qu'on est queer, parce qu'on ne correspond pas au code, aux normes un peu généralisées. On voit qu'au-delà de l'amplification du plaisir qui est à la base quand même du chemsex, il y a aussi ces personnes qui ont besoin d'avoir une vie sociale, une vie sexuelle, une vie amoureuse et qui n'arrivent peut-être pas à l'avoir dans d'autres contextes. L'addiction, c'est tellement plus complexe que juste une prise de substance et un manque de substance. Non, il y a tout l'émotionnel. Parce qu'on sait très bien qu'on prend une substance pour gérer ses émotions, pour s'évader aussi de quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il y a tellement de raisons. C'est pour ça que la communauté est plus vulnérable à ce genre de choses. C'est ce qui amène ce que j'appelle des prédispositions à l'addiction. Et donc, quand la consommation de produits elle arrive et que les gens testent, ils ont l'impression effectivement que lorsqu'ils consomment, la vie elle est plus sympathique en étant altérée qu'en étant sobre. Quand tu commences à réfléchir sur la question, en fait, le chemsex, c'est vraiment beaucoup plus que ça, quoi. C'est une façon qu'on a, je pense, un peu dangereuse, pas qu'un peu, enfin très dangereuse, d'exister dans un monde d'homophobes qui, en fait, sont fous si on est mort, quoi. Il y a aussi un besoin absolu d'appartenir à un groupe. Donc il y a du mimétisme. Quand on voit sur Grindr la banalisation de la pratique, on a l'impression que c'est normal, que c'est comme ça qu'on a une vie sexuelle gay, parce que quand on va sur les applications, on nous propose très vite des produits. En fait, on ne peut pas parler de chemsex sans parler de racisme, on ne peut pas parler de chemsex sans parler de transphobie, on ne peut pas parler de chemsex sans parler de la question de classe, on ne peut pas parler de chemsex sans parler de validisme, de grossophobie, de patriarcat, de masculinité. À partir de ce moment-là, oui, ça veut dire que c'est un problème qu'il faut le traiter globalement. Et pour ça, c'est à l'État aujourd'hui de mettre en place un plan de santé publique et pas simplement de ne laisser que des ministres de l'Intérieur nous parler de toute la délinquance qui serait liée autour des produits. Et puis c'est surtout, je trouve que le gouvernement se dédouane de la médiocrité de la répression et du fait que ça fonctionne absolument pas. Donc vu que ça fonctionne pas, il faut taper sur les doigts de quelqu'un et on va taper sur les doigts des consommateuristes en disant qu'ils ont du sang sur les mains. Taper sur quelqu'un de malade, je ne vois pas vraiment l'intérêt. S'ils ont du sang sur les mains, c'est le leur. Et je pense qu'on se trompe de cible. Les personnes qui sont dépendantes, qui ont un vrai souci, ce sont des victimes avant tout. La politique de répression, elle marginalise en fait les personnes qui consomment des produits psychoactifs. Au lieu de les accompagner ou de leur dire qu'il y a des solutions ou de les amener vers le soin, ça leur ferme la porte, tout simplement. Les consommateurs, ils ont peur d'appeler les secours parce que on parle de drogue illicite et on parle d'intime sexuel. C'est ce qui est arrivé à mon propre mari, puisque la personne avec qui il était n'a pas appelé les secours de peur justement de voir arriver la police. C'est ce qui a fini par se passer malheureusement. Les personnes addictes, il faut les traiter comme des personnes malades et pas comme des criminels. Et donc tout ça, ça crée un contexte en fait où on n'arrive pas à s'épanouir en tant qu'individu, on n'arrive pas à s'épanouir en tant que collectif. Et au final, le chemsex, ça m'a aidé à tasser tout ça. Ça a aidé à anesthésier, ça m'a aidé à oublier, mais en fait, ça n'a rien réglé. Je me suis jamais autant senti seul que dans le chemsex au final. C'est souvent de la solitude en groupe. Oui, ça peut sembler paradoxal parce qu'il y a du monde, mais on est terriblement seul. J'avais tous mes stigmates du passé, tous mes traumas avec moi et je les portais et je ne parlais pas de ça avec mes partenaires de chemsex. Mais je pense que c'est l'identité propre du plan chemsex. C'est que oui, on va pouvoir se dire des choses super profondes. Oui, on va pouvoir dire « Ah, je t'aime » au premier mec que tu viens de croiser. Mais en fait, tu vas ramener quoi chez toi? Rien. Et puis une fois passé, rentrer chez moi et être seul avec mes petites voix, mes mauvaises voix dans la tête et mes petits démons, tout simplement. Et donc ça a commencé à ce moment-là, j'ai commencé à ce moment-là à tirer le fil, à me dire finalement, qu'est-ce que ça t'apporte en fait d'être dans ces espaces-là? Tu consommes un produit
et tu deviens toi-même aussi le produit. Je suis persuadé que le chemsex n'est pas une réponse. Peu importe la question. C'est pas le fait de venir se défoncer pendant 48 heures qui va résoudre quoi que ce soit. Les produits psychoactifs, c'est de l'illusion avant et après. Hein. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ce n'est pas la réalité. Avoir cette sexualité-là, c'est une parenthèse, mais elle ne peut pas être à chaque fois qu'on a un acte sexuel. Sinon, on vit dans un paradis artificiel et c'est là où après, notre vie, elle nous semble fade derrière. Je pense qu'il y a d'autres sensations dans la vie sans substance qui sont tout aussi agréables, voire plus en fait. Je pense que c'est important de se dire que ce qui nous a amenés vers ces produits, c'est la recherche de sensations. Donc ça va être important de rechercher cette sensation, mais autrement et de façon safe aussi. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un processus de justement de retrouver ces sensations-là parce que en fait, je ne veux pas continuer à romantiser le chemsex. Après, pour en sortir, c'est compliqué parce qu'on est sollicité par ces personnes. Donc, on reçoit des messages le vendredi, le jeudi. T'es où? Tu fais quoi? Tu veux venir ce soir à la maison? Et donc, quand on veut arrêter le chemsex, on arrête de fréquenter ces personnes-là. Après mon accident, quand j'ai annoncé que je ne consommerais plus de produits psychoactifs dans le cadre sexuel, tous mes amis, ils m'ont tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne valides plus leur conso. Et du coup, tu te retrouves seul. Je me suis donné comme mission à ce moment-là de justement de rechercher ces plaisirs différemment. Enfin, en tout cas, de retrouver des sensations qui soient similaires ou voire mieux sans les produits, quoi. Retrouver une sexualité sans produits, franchement, une galère. Je sais qu'entre le moment où j'ai fait mon géol et la fois où j'ai revu un mec pour avoir un rapport sexuel, il s'est passé, je pense, bien 6 mois, quoi. Ça a mis du temps. J'ai fait une pause. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas eu de rapport sexuel pendant pratiquement 8 mois. Il y a deux choses, c'est-à-dire que c'était très compliqué d'aller sur Grindr, par exemple, et de trouver des gens qui consomment pas, déjà. Donc ça, c'est déjà une première barrière. Pendant presque 9 ans, j'ai consommé dans un cadre sexuel. J'ai eu, sur ces 9 ans, peut-être 5 plans sans drogue. La peur de la proximité de l'autre, alors que c'est vraiment tout le paradoxe. Hein. Enfin, c'est ce qu'on cherche finalement. Mais du coup, quand on est complètement dépendant de ce truc, on n'arrive plus en fait à connecter avec les autres. Ça devrait être plus simple pour nous de faire des rencontres. Ça devrait être plus simple pour nous de discuter, de se connecter, justement de se rapprocher. Mais on vit quand même dans un système très homophobe qui, je pense, quand même structure pas mal les raisons pour lesquelles on en vient à ça, en fait. Qu'est-ce qui a tué la communauté en général dans toute la vie de la communauté? La première chose, c'est probablement l'homophobie. La deuxième chose, c'est le VIH. Et aujourd'hui, c'est le chemsex. Parce que malheureusement, beaucoup de gens pratiquent et décèdent des suites de la pratique. L'important, c'est comment on s'occupe des personnes qui, certes, beaucoup crient au secours, il faut aussi dire la vérité, et ne sont pas entendues. Tous ces problèmes, c'est pas le fait des individus. Je pense qu'en tant qu'individu, on peut reproduire des comportements, on peut s'inscrire dans des pratiques aussi qui peuvent être oppressives pour d'autres. Mais tout ça, il y a une racine quand même qui est structurelle, qui est systémique en fait. Si on prend des produits psychoactifs, que ce soit dans le cadre sexuel ou dans le cadre festif, c'est toujours en recherche d'aller bien. Il faut vraiment prendre cette problématique et te dire, ok, on est face à un enjeu de santé publique, qu'est-ce qu'on fait? L'État aujourd'hui est particulièrement défaillant et on a un peu l'impression que c'est comme au début de la lutte contre le sida, parce que ça ne concernait a priori que des gays, les pouvoirs publics ont eu beaucoup de mal à s'emparer de cette question. On attend que ça devienne vraiment d'une ampleur phénoménale où on ne saura plus par où prendre le problème, ou est-ce qu'on commence justement à se dire allez, c'est maintenant qu'on met les mains dans le cambouis et puis on y va, on essaye de voir comment faire. Comment en fait on arrive à changer la société, les structures de la société pour qu'en fait on n'ait pas besoin de prendre de la 3 et du G pour passer un bon moment. Chemspo, c'est vraiment, ça s'est créé d'un élan en fait de bienveillance et de compassion, mais aussi en vrai de rage, d'en avoir ras-le-bol de voir les gens mourir en fait. Je pense que faut le dire. Et puis c'est surtout une association de prévention de réduction de risque sexe et drogue qui est très axée particulièrement
à la consommation de produits psychoactifs en tout genre. Chemspose, avant que ce soit une association, c'était vraiment sur les réseaux. Donc il y avait une page Instagram et un groupe Telegram que j'ai créé en mai 2023, au moment où j'ai arrêté ma consommation. Je crée ce groupe, en fait, où les personnes pouvaient venir trouver de l'entraide communautaire avec d'autres personnes, avoir des adresses de quel addicto, quel psy tu me conseilles, etc. Puis après, j'ai rencontré Sébastien et j'ai dit qu'il faut en faire une association. Alors, les groupes de parole à Chemspose, plus particulièrement, on en a deux. Le groupe de parole qui est hebdomadaire, qui est là tous les vendredis, qui répond surtout et qui se met bien à la place du craving, des moments de consommation avant le week-end. Ça leur permet justement d'avoir un pilier, quelque chose qui les ramène à la non-consommation et au fait de pouvoir discuter de la consommation et d'envisager la vie sans. Aujourd'hui, on a un sujet bien particulier puisque c'est les prédispositions à l'addiction. L'idée, c'est d'aller chercher, trouver, comprendre pourquoi on serait plus sujet à l'addiction que les autres. Ceux qui sont victimes de phobie sont les minorités. Et donc c'est en lien fort avec le stress minoritaire. Ça peut ne pas être évident de venir à un groupe de parole, de franchir le pas. C'est quelque chose qui peut être relativement difficile. Déjà, il faut accepter de savoir qu'on est addict et qu'on a un problème avec la consommation. C'est juste que la personne qui va avoir ses prédispositions à l'addiction et qui va finir par consommer va potentiellement, dans la consommation, se rendre compte qu'elle se sent mieux. Tout simplement. Il fallait répondre à ses besoins et c'est pour ça qu'on a créé Chemspose et qu'on fait des choses qui existent déjà, mais aussi d'autres qui n'existent pas, comme les groupes de parole aussi avec les pères aidants, les proches. Pour le moment, c'est 1 fois par mois. Et puis les groupes d'activité sociale, évidemment, pour faire créer du lien. Le fait de ne plus consommer du tout, en fait, on affronte le monde réel. C'est-à-dire que moi, c'est l'arrêt qui m'a mené à l'isolement. Parce que, comme très souvent, il y a l'isolement pendant la consommation, mais aussi après l'arrêt des produits. Et donc de pouvoir avoir cette communauté où on propose des sorties, des soirées, des événements. Pour montrer qu'en fait, la vie vaut la peine d'être vécue pour bien d'autres choses que la consommation et le sexe sous produit, en fait. J'ai commencé à écrire sur le chemsex à la fin de l'année dernière. Et donc, en fait, j'ai eu pas mal de retours de gens très touchants, très constructifs. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait, ça a aidé à construire une réflexion. C'est super important, en fait, qu'il y ait des personnes concernées qui prennent la parole là-dessus. Parce que les personnes concernées, par exemple, qui sont abstinentes ou des proches, savent de quoi elles parlent, en fait. Il y a plein de gens qui prennent la parole sur ces sujets, mais qui ont plein de connaissances, probablement sur de la psycho, de la sexo, de la dicto, etc., mais qui n'ont jamais consommé, qui n'ont jamais eu... si tu veux, l'addiction au chemsex. Le sujet du chemsex, pour l'instant, il n'a pas non plus une portée très large. Enfin, j'ai l'impression que ça reste quand même un sujet qui est très communautaire. L'importance de parler du chemsex est évidente aujourd'hui parce que ça reste totalement tabou. Et pourquoi on n'en parle jamais ? Parce que c'est pas sexy. Et parce qu'on parle d'illicite et d'intime. Plus on va en parler, plus on va se dire justement il faut réagir. Parce que quelque chose dont on ne parle pas, c'est quelque chose qui n'existe pas. Sans ce travail communautaire, aujourd'hui, cette question n'existerait même pas dans la sphère médiatique. Et on devrait se débrouiller presque seul face à ça. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les associations, ce n'est pas elles elles, il faut qu'on leur donne les moyens. Du côté pouvoir public, c'est aussi un problème parce que ils mettent pas grand-chose en place. Ça fait quand même 3 ans que les ministres de la Santé qui succèdent, et Dieu sait qu'on en a eu beaucoup ces dernières années, ont un rapport qui est le rapport Benyamina, qui leur dit les solutions qu'il faudrait déjà prendre et déjà faire une étude épidémiologique pour connaître la situation. Avoir justement des stats par rapport à ces problématiques chemsex, genre combien de personnes arrivent à l'hôpital avec des overdoses, combien de personnes, par exemple, sont décédées liées à la pratique du chemsex, et pouvoir ensuite adapter les structures de soins pour qu'elles puissent répondre aux besoins des patients et des patientes, enfin des consommateuristes qui veulent s'en sortir. Nous, je sais que par exemple, une des premières choses qu'on a fait à Paris, c'est d'avoir une carte interactive sur le site de la mairie de Paris qui fait que chaque personne qui pratique le chemsex va pouvoir savoir où aller trouver du matériel si par exemple il s'injecte, où aller pour tester son produit, où aller si on a besoin de groupes de parole, où aller si on a besoin de soins. Et je pense que c'est cette offre-là
qu'aujourd'hui n'existe pas d'une manière globale. Déjà d'une, il n'y a pas de prévention nationale sur le chemsex. Pour moi, c'est important aujourd'hui de faire de la prévention, mais de la bonne prévention, pas de la prévention glamour. Parce que sinon, on va avoir l'impression que le chemsex, c'est tout à fait normal et que c'est comme ça qu'on a la meilleure sexualité gay. La prévention s'adresse à des gens qui ne consomment pas encore. La réduction des risques s'adresse à des personnes qui consomment déjà. Donc ça, c'est une vraie différence. Donc en fait, c'est important que la prévention soit visible avant que les non-consommateurs et non-consommatrices ne soient confrontés à la proposition. À titre perso, la première fois que j'ai consommé dans le chemsex, par exemple la 3-MMC, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas les risques, les conséquences ou ce que pouvait me faire le produit. J'ai la chance que la MILDECA, donc la Mission interministérielle des luttes contre les drogues et les conduites addictives, m'aide à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ils me laissent vraiment faire de la réduction des risques. Ils ne sont pas là à me dire juste la drogue c'est mal. Non, voilà, j'ai le droit de dire ce que je veux à partir du moment où voilà, c'est fait avec bienveillance. La drogue est un vrai sujet de société, mais à quel moment on s'intéresse aux consommateurs en fait? À quel moment en fait on introduit dans ces politiques-là la santé, le soin? Nous, ça nous agace d'entendre dire que pour un rendez-vous addicto, il faut entre 3, 4, 5, 6 mois parfois pour avoir un rendez-vous addicto. En ce moment, notre système de soins, et c'est pas que pour les addictions, hein, on est en flux tendu, hein, donc on a un délai d'attente qui est assez long. Et moi, je le vois bien, j'ai des patients des fois qui sont très motivés à vouloir être pris en charge et quand on leur donne un rendez-vous, forcément dans 2 ou 3 mois, la motivation, elle s'étiole. C'est là où c'est un peu compliqué la prise en charge. La question des moyens est une vraie question. Qu'aujourd'hui, il faut pouvoir avoir des lieux où chacun va pouvoir se rencontrer, se parler et puis avancer. Je vous parlais tout à l'heure du manque de moyens des hôpitaux, du manque de centres communautaires aussi, du manque de formation, du manque de personnel, du manque de ressources. Ça, c'est vraiment entièrement la responsabilité de l'État. Et puis bien sûr en matière d'accompagnement à la fois des personnes concernées et je le dis, de leurs proches qui aujourd'hui sont en plus les très grands oubliés de cette question. Je pense que par exemple les groupes de parole sont un exemple très important. C'est très important de s'adresser aux proches et de recevoir les proches dans ces groupes de parole, d'apporter un autre regard sur le chemsex, aussi donner les outils, déculpabiliser aussi les proches qui ont peut-être perdu un proche, leur dire c'est pas de leur faute. Dans les groupes de parole, il y a ce qu'on appelle des patients experts. Les patients experts, ce sont des gens qui ont eu ce souci d'addiction ou de cette pratique, qui sont sortis de là et qui viennent justement témoigner de comment ils s'en sont sortis, comment ils l'ont vécu. Il y a aussi un travail collectif à faire, que ce soit avec nos cercles proches, moi proche, mais aussi, là je parle plus d'un point de vue communautaire, quoi. Et des pratiques à mettre en place, en fait, je trouve, entre PD, entre personnes queer. Beaucoup de gens qui le pratiquent n'en parlent absolument pas à leurs proches, même avec la personne avec laquelle ils vivent, ce qui a été le cas de mon propre mari d'ailleurs. Il faut savoir qu'au départ, la personne, elle est dans le déni. Pour elle, elle maîtrise ses consommations. C'est un cheminement. Il va falloir être factuel, la mettre en face de ses réalités sans pour autant trop oppresser. Donc c'est vraiment là aussi, c'est un jeu d'équilibriste. Si on a une inquiétude, je pense que c'est nécessaire de l'exprimer. Il faut que la personne, elle sache que si un jour elle a besoin d'aide, vous êtes là. Et globalement, tant qu'on ne se posera pas des questions sur le chemsex, sur pourquoi des personnes deviennent addictes, sur la situation des personnes séropositives qui sont importantes à pratiquer le chemsex, sur les personnes qui ont eu des violences sexuelles, sur celles qui ont encore du mal à vivre leurs différences, leur homosexualité notamment, on n'arrivera pas à avancer. Enfin, quand on est peut-être à 3 gays sur 10, il est peut-être vraiment temps, en tout cas, de mettre des moyens et puis d'avoir une parole politique et de ne pas faire de cette question-là un tabou. Comment, en fait, on fait pour pas seulement réduire les discriminations, mais en fait, vraiment avoir un impact matériel sur la vie des gens pour qu'on puisse s'épanouir en fait. C'est une question qui n'est pas facile, qu'il faut qu'on la porte nous-mêmes, parce que si on ne la porte pas, c'est nos adversaires qui vont la porter. Amour chimique, c'est l'histoire de Candide, un jeune homme qui arrive à Paris et qui fait la rencontre d'Iliès, et via cette rencontre, il va être initié au chemsex, et de fil en aiguille, il va un peu perdre pied vis-à-vis de sa consommation, jusqu'à se retrouver un peu comme dans un tourbillon vers l'enfer, et il raconte son histoire à travers un groupe de paroles. Je m'appelle Candide.
pièce raconte beaucoup nos histoires à Corentin, qui est aussi auteur et metteur en scène de la pièce, et la mienne. Le but n'était pas d'être dans une glorification ni dans une sensationnalisation de ce que peut être le chemsex. On a essayé d'être le plus juste, le plus vrai, le plus proche de la réalité. Cette pièce, c'est aussi pour eux, c'est aussi pour leur montrer qu'un chemin de sortie est possible, qu'ils sont pas seuls et qu'ils peuvent être écoutés. C'est aussi essayer de faire en sorte que le plus de gens entendent ce qui se passe. Il vous faut quoi, putain? Il vous faut quoi? Je vais crever, c'est pas une question de moi, c'est une question de jour, je le sens. Aux premières représentations, quand on a vu les gens se lever, on s'est dit ok, on fait peut-être quelque chose de bien là. Et au fur et à mesure des représentations, il y a de plus en plus de gens qui sont venus nous voir, des personnes concernées qui se posaient des questions sur leur consommation et qui nous ont dit oui, en fait, merci parce que je pense que j'avais besoin de ce déclic-là, j'avais besoin de me voir. Il y a aussi des personnes hétérosexuelles qui ne connaissaient pas du tout le sujet, qui sont venues et qui nous ont dit je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait. Notamment le discours d'une amie, d'une personne pratiquant le chemsex qui nous avait dit j'avais plus ou moins idée de ce que ça pouvait être, mais au moins maintenant je sais, quand il me répond pas, ce qu'il est en train d'endurer, sans avoir à ce qu'il ait à me le raconter. Et en fait, ça nous pousse à continuer à faire en sorte que cette pièce existe et continue d'exister et qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Ce qui est intéressant aussi avec le théâtre, c'est que, oui, certes, ça raconte l'histoire du chemsex, mais pas que. Ça aussi raconte une histoire d'amour, ça raconte l'histoire d'addiction. J'ai des potes hétéros qui sont venus voir la pièce, qui ne prennent que des drogues dans un cadre festif et qui, en fait, se sont reconnus, ont reconnu des schémas un peu identiques. Et en fait, du coup, on peut se rattacher à autre chose, même si on n'est pas concerné par le sujet. En tout cas, qu'on se rend compte de l'addiction ou qu'on a des problématiques dans la vie, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas se sentir seul, déjà d'une. Parce que ça, penser qu'on est seul, c'est la pire des solutions pour s'enfermer justement dans son addiction. Vous êtes loin d'être seul, vraiment. Il faut envisager un parcours de soins au moins psychologique, donc voir un psychologue, un addictologue, et si c'est lié au chemsex, un sexothérapeute. De toute façon, souvent, on ne tombe pas dans l'addiction pareil d'un claquement de doigts, ça se fait progressivement. Il faut refaire le travail, on détricote tout ça progressivement. Et en fait, à partir du moment où on a considéré que la thérapie pouvait prendre fin, lorsqu'elle m'a demandé la dernière fois que j'avais fait du chemsex et que je ne savais plus, non pas parce que je n'en avais aucun souvenir, mais parce que ça remontait un peu trop longtemps. Je suis toujours dans une démarche d'abstinence aujourd'hui et ça fait du coup depuis le 11 décembre que j'ai rien consommé. Je pense que si on a envie de s'inscrire dans un truc de sevrage, de réduction de consommation, il faut questionner tout ça, quoi. Et je dis ça pour l'alcool, le tabac ou autre, hein, peu importe. Je pense que c'est important de toujours se remettre en question. Est-ce que j'arrive à passer une journée sans, une semaine sans, un mois sans? Est-ce que je suis capable de ça? Mais alors, c'est pas parce qu'on va arrêter la consommation des produits psychoactifs qu'on va devoir arrêter aussi tout ce qui nous plaisait, même si c'était en lien avec cette consommation. Et donc, ça voudrait dire quoi? Si demain on veut arrêter le chemsex, ça veut dire qu'il faut arrêter le sexe toute notre vie? Non. C'est pas de se dire, allez, toute ma vie, je vais rester chez moi, cloîtrée. Ben non, sinon, notre système de récompense, faut qu'on fabrique cette dopamine quand même, hein, mais naturellement. La slow life, en fait. On y va doucement, on prend notre temps, on discute, et on se drague, et on profite du moment avec la personne, et on retrouve des sensations, la petite caresse sur la main, le petit regard, le petit bisou à la fin. Franchement, c'est des trucs. Moi, ça me donne la chair de poule, là, rien que d'en parler, mais c'est trop agréable comme sensation. Je pense que c'est hyper important de se reconnecter avec son corps, de se reconnecter avec soi. Ma psy, c'est ce qu'elle m'a appris et dit la première fois. Il faut apprendre à vous ennuyer. Bah oui, c'est très sain de s'ennuyer. La joie, je la ressens différemment maintenant. Je crois que cette année 2024, par exemple, je crois que j'ai pas été aussi heureux depuis très longtemps. Depuis que je prends la parole sur mes réseaux par rapport à ce sujet, mon chiffre d'affaires a baissé de 50%. Je préfère ça plutôt que de continuer à enterrer des proches. Et c'est peut-être ça aussi qui vous donne, peut-être dans cette résilience que vous devez avoir, la force et la nécessité de continuer le combat, parce que vous n'avez pas envie que demain, il y ait d'autres Christophe qui se retrouvent abandonnés. Et donc penser que sa mort pourrait être une mort pour rien, moi, me rend fou et m'oblige à continuer déjà pour sa mémoire. Si vous voulez vous en sortir, si vous voulez continuer à vivre, vous n'avez pas le choix que continuer à vous battre
heureusement que les patients qui viennent nous voir à la clinique, on trouve des solutions et qu'on s'en sort, hein. Gardez espoir, heureusement, parce que sinon je ne ferais plus ce métier-là. Moi, j'ai envie de dire que si tu as un problème avec le chemsex, c'est de ne surtout pas avoir honte et de parler. Il y a toujours une personne autour de toi qui saura t'écouter et t'accompagner. Je pense que c'est important de savoir où sont ses amis réellement, les vrais, ceux sur lesquels on peut vraiment compter. Je rêve de ce monde hyper bienveillant, de tolérance. Ça serait beau. J'espère qu'un jour ça arrivera. Je pense qu'on a encore un petit peu de travail. On manque d'espace par et pour les PD. Qu'ils ne soient pas des bars, qu'ils ne soient pas des clubs, qu'ils ne soient pas des lieux de consommation et des lieux de sexe en fait. Aimons-nous les uns les autres, et même sexuellement, et sans produit entre les deux. J'ai besoin de rencontrer des PD, parce que j'aime trop traîner avec les PD en fait. C'est trop bien.